Et donc, on a un dernier intervenant, Jean-Louis Prudon, qui est à distance, je crois. Non, il est là. Oh, pardon, excuse-moi. Il a 1,50 m de distance. Bravo, merci d'être là. C'est un collègue Merci. totalement impliqué. Donc, Alors, on est très heureux de t'avoir. Et merci. Merci d'être là. Merci à vous, messieurs les présidents, mes chers confrères, mesdames, messieurs. Je vous parle en tant que chirurgien ou praticien interventionnel, puisque c'est la terminologie actuelle, et en particulier notre implication au niveau du marquage CE et du nouveau règlement des dispositifs médicaux, parce qu'on a beaucoup parlé de choses compliquées, mais là, il y a encore un niveau de complication supérieur, c'est le marquage CE et le nouveau règlement dont je vais vous parler, qui a quand même un peu bouleversé les choses au niveau du dispositif médical. Je remercie d'abord Jacques Caton de m'avoir invité et puis parrainé pour participer à cette Académie nationale de chirurgie dont je suis membre depuis le 8 décembre. Je suis chirurgien orthopédiste, j'ai exercé à Grenoble jusqu'à 2016 et maintenant j'ai une double casquette de consultant externe en dispositifs médicaux auprès des fabricants. Et puis également une casquette de clinicien interne qui est récente au niveau de d'AFNOR certification, qui est le prochain organisme notifié français qui est dans les starting blocks actuellement pour faire un petit peu, pas concurrence au GMED, mais être un deuxième organisme notifié français. Vous verrez que c'est très important. Alors pour ça, je remercie Anthony Delamotte, justement, qui est le directeur de cette nouvel organisme notifié AFNOR et avec lequel je travaille et sur lequel on a beaucoup discuté de tous ces problèmes de règlement européen. Donc en introduction, si vous voulez, je vous parlerai simplement un peu de l'encadrement général du règlement européen des dispositifs médicaux. Et puis après, on ira dans le détail sur un certain nombre de problématiques. La position du chirurgien ou du praticien dans ce règlement et puis le problème spécifique des organismes notifiés. Donc d'abord, il faut voir d'où on est parti, c'est que les dispositifs médicaux, c'est un monde extrêmement hétéroclite puisque vous en avez plus de 20 000 entre guillemets, ça va de la compresse à la prothèse de hanche ou la prothèse mammaire et aux appareillages style IRM, radiographie, robots, etc., etc. Donc c'est vraiment le quotidien du médecin ou le quotidien du chirurgien. Alors, sans revenir sur ce qui s'est passé, le règlement, il a été déterminé essentiellement par ça, c'est-à-dire les scandales qu'il y a eu au niveau des problèmes sanitaires, en particulier les prothèses mammaires, puisque vous voyez que le fabricant qui était fabricant des prothèses mammaires a été condamné, puis également l'organisme certificateur a été condamné, et puis le troisième, c'est l'AFSAPS à cette époque, la NSM, pardon, qui a été également condamné. Et vous voyez que les trois acteurs importants autour du dispositif médical, eh ben, c'est ceux qui ont été sanctionnés. Alors malheureusement, ça a été repris également par les journalistes d'investigation et puis la profession médicale en a pris un petit peu plein la vue à travers tous ces scandales. Donc c'est pour ça que il faut bien comprendre que ce marquage CE des dispositifs médicaux, c'est quelque chose qui était extrêmement important et qui a été régi initialement à partir de 1993 par ce qu'on appelait des directives, c'est-à-dire que l'Union européenne donnait des directives aux autorités compétentes et que celles-ci les faisaient appliquer. Et puis ça a tout changé depuis le règlement qui est apparu en 2017 et qui a supprimé ces directives, et c'est un règlement, c'est-à-dire que c'est une loi qui s'applique à tous les États membres et tout le monde doit l'appliquer. C'est pas comme les directives où on peut les interpréter. La loi, c'est la loi, on est obligé de la respecter. Donc ce nouveau règlement en 2017, il avait essentiellement pour objectif d'améliorer la sécurité sanitaire, d'harmoniser un petit peu les choses au niveau de l'Union européenne et surtout d'améliorer l'évaluation. Ce terme d'évaluation est très important, à la fois avant la mise en place du dispositif sur le marché, mais également après, c'est ce qu'on appelle la surveillance post-marché. Alors, donc, comprenez bien qu'on est passé d'un système d'orientation à un système réglementaire qui s'impose à tous les États membres et à tous les dispositifs médicaux qui vont être dispensés sur la communauté européenne.
C'est un volumineux document puisqu'il a 10 chapitres, 123 articles, 17 annexes. Et puis, il y a 2 chapitres très importants, le 6 et le 7, qui sont entièrement consacrés à l'évaluation clinique. Et ça, c'est très important et c'est tout à fait nouveau. Juste pour rappeler un certain nombre de choses au niveau du panorama du DM en France, Mme Trancard ne contredira pas, je pense que c'est ce rapport de 2019 du CINTEM, et je pense qu'il n'a pas changé beaucoup, quand on interroge les fabricants, qui représentent quand même 30 milliards d'euros en chiffre d'affaires annuel en France, 90 000 emplois, et vous voyez qu'ils appréhendent comme chose les plus importantes, c'est le nouveau règlement européen et ses impacts sur l'organisation de l'entreprise. Et ça, c'est vraiment un message très fort. Et puis, il y a quelque chose quand même qui est troublant, c'est les difficultés d'accès au marché français pour les fabricants européens et surtout les fabricants français. Donc voilà, on repart un petit peu du problème justement du marquage CE et de ce problème du règlement européen qui est fondamental. Avant 2017, le processus de marquage CE d'un dispositif médical, c'était celui-ci. Le fabricant proposait la mise sur le marché d'un nouveau dispositif médical. L'organisme notifié évaluait la conformité, regardait un petit peu les référentiels techniques et puis donnait son marquage CE au fabricant qui mettait son dispositif sur le marché pour une période de 5 ans ou 10 ans et puis ça se passait avec simplement une surveillance par la matériovigilance. Depuis 2017, les choses ont changé fondamentalement, puisque vous voyez que au niveau, avant la mise en place sur le marché, il y a un plan, ce qu'on appelle un plan d'évaluation clinique. C'est-à-dire que dans le document technique que propose le fabricant, il y a un plan d'évaluation clinique qui doit être fait avant la mise sur marché. Et pour les dispositifs innovants, c'est une investigation clinique, c'est-à-dire que c'est une vraie étude clinique qui doit être mise en place. Donc, l'organisme notifié analyse le plan d'évaluation clinique, toute la documentation technique du dispositif médical. Si c'est conforme, il donne le marquage CE. Et chose qui est très importante également, c'est qu'après, vous allez avoir un suivi du dispositif pendant 5 ans, qui est toute la durée de la certification, et c'est le fabricant qui va être responsable du suivi clinique après commercialisation, et puis également la matériovigilance qui est bien rodée. Et vous voyez les deux choses nouvelles, c'est une évaluation clinique avant la mise sur marché et un suivi clinique après la mise sur marché. Alors, le problème, si vous voulez, c'est que avant 2017, c'est ce que je vous disais tout à l'heure, la Commission européenne, elle émettait des directives. Ces directives étaient retranscrites, reformulées par les autorités compétentes qui faisaient des directives nationales. Et ces directives nationales, c'est celles qui servaient au marquage CE du dispositif. Maintenant, c'est tout à fait différent puisque la Commission européenne, elle émet une loi, le règlement qui est voté par le Parlement européen. Et vous voyez que les autorités compétentes, elles perdent un certain nombre d'autorités et qu'elles ne vont arriver qu'au niveau de la surveillance du marché et également la surveillance des organismes notifiés. Mais la filière, elle va directement de la Commission européenne aux ON et aux fabricants. Alors, comment ça va nous impacter, nous chirurgiens? C'est très important parce que les choses, on en a beaucoup discuté, mais on est quand même une profession où on va passer d'un statut d'utilisateur, c'est-à-dire que moi une prothèse de hanche, on fait de la chirurgie ophtalmo, etc., donc on va utiliser un dispositif médical, mais il faut bien comprendre qu'on va passer également maintenant d'utilisateur à évaluateur. Alors, pour moi, si vous voulez, les chirurgiens, de toute façon, ils seront impliqués dans un processus obligatoire d'évaluation des implants. En gros, il y aura 3 niveaux. Il y aura un niveau 1, basique, je dirais, un niveau 2 et un niveau 3. On va y aller un petit peu dans le détail. Le niveau 1, c'est le médecin opérationnel, le chirurgien, le fabricant met sur le marché un dispositif médical qui est utilisé par le chirurgien ou le praticien interventionnel. Dans le règlement, c'est ce qu'on appelle l'intended user. Et ce chirurgien, il va obligatoirement être impliqué dans un processus d'évaluation dans le suivi post-marché
Donc, ce sera un suivi clinique après commercialisation qui peut être un registre, qui peut être n'importe quelle publication avec des séries comparatives, s'il faut des séries comparatives, etc. Et puis, bien évidemment, il est responsable également des signalements de matériaux-vigilance. Donc ça, pour moi, c'est le niveau basique que peut retrouver un professionnel de santé, mais on n'y échappera pas, il faut passer par ce système. Le deuxième niveau, c'est le médecin qui est consultant pour un fabricant. C'est ce qu'on a entendu tout à l'heure. Un chirurgien a une idée, il le propose à un fabricant, etc. Donc, ils vont avoir des relations tout à fait privilégiées. Et ce consultant, il peut participer soit au niveau de la recherche et du développement, mais également au niveau des affaires réglementaires. Moi, c'est un petit peu le rôle de consultant que j'ai au niveau des fabricants, au niveau des affaires réglementaires et toute la paperasserie administrative du règlement. Alors, je vous donne un exemple qui est plus parlant aux orthopédistes qu'au reste. C'est ce qu'on appelle un obturateur médulaire. C'est un obturateur, c'est un petit bouchon qu'on met dans la diaphyse fémorale quand on met en place une prothèse de hanche cimentée pour éviter que le ciment parte partout à l'intérieur de la diaphyse et surtout pressuriser le ciment. Alors, c'est un travail sur lequel moi j'ai travaillé avec Jacques Catton puisqu'on a fait deux études cliniques sur cet obturateur. Et donc, j'ai travaillé avec le fabricant qui était en passage de renouvellement de son marquage CE, directive à MDR, règlement. Donc, c'était en principe simplement une petite bascule de paperasserie, pas très compliquée. Le fabricant a fait on a vendu 50 000 en 5 ans, aucun signalement de matériaux-vigilance. Et vous voyez qu'au niveau de la partie documentation technique et évaluation clinique qu'on était obligé de faire, on a fait une évaluation clinique, un plan d'évaluation clinique, c'est 41 pages. On a fait une analyse d'évaluation clinique, 66 pages. Un rapport d'évaluation clinique, c'est 39 pages. Une notice d'utilisation, c'est 8 pages. Et puis, l'état de l'art de l'obturateur, c'est un document de 104 pages. Je vous laisse imaginer le temps que ça représente. Là-dessus, au premier round de l'organisme notifié, on a eu 124 questions. Parmi lesquelles, celle-ci, par exemple, le fabricant estime que le manteau de ciment, la performance du manteau de ciment a été fixée à 90%. Donnez-nous l'explication, pourquoi vous choisissez 90% et quelles sont les preuves que vous pouvez récupérer dans l'état de l'art. Donc, si vous imaginez la complexité, 124 questions de ce type. Le bouchon, il est remboursé 49,64 €. Mais il va y passer en GHS, donc ça va être un petit peu différent. Donc vous voyez que le coût prévisionnel pour le fabricant de cette certification de passage MDD, certificat MDD, d'un dispositif qui marche, qui roule, qui fonctionne bien, qui n'a pas de problème, en MDR, c'est 10 journées de travail pour l'organisme notifié, c'est environ 35 000 €, juste pour ça. Troisième niveau, c'est le clinicien interne qui participe à l'organisme notifié. C'est un petit peu le rôle que je joue actuellement. Et donc, vous voyez que l'organisme notifié, comme je vous l'ai dit, c'est celui qui va faire le marquage CE. Donc, je vais de l'autre côté de la lorgnette. C'est plus moi qui vais faire la documentation technique, mais c'est moi qui vais l'examiner, qui va évaluer la documentation technique. Donc, là, en gros, si vous voulez, les organismes notifiés, ils vont être constitués comme ça, c'est-à-dire que quand on va faire l'expertise, le marquage CE d'un dispositif, il va y avoir un expert produit, il va y avoir un auditeur interne, ça c'est le fonctionnement habituel, et il va y avoir un clinicien interne qui va être spécialisé dans l'évaluation de l'évaluation clinique du dispositif médical. Vous suivez ? Oui. Très bien. Voilà. Donc, allez, la dernière chose, c'est les organismes notifiés, parce que ça, c'est un vrai problème également, et qui est certainement à l'origine de grosses paralysies du système de marquage CE. Il y avait les organismes notifiés, donc ils étaient certifiés sous directive. Depuis le nouveau règlement, ils ont été obligés de faire une démarche pour être certifiés sous règlement.
D'accord? Donc, on est passé de 50 organismes notifiés sous directive à 27, parce qu'il n'y en a que 27 qui ont été agréés sous le règlement. Et je vous laisse imaginer l'embouteillage qu'il peut y avoir. Enfin, on peut demander aux représentants du SNITEM. Pour les fabricants, c'est un vrai problème parce que ça fait un embouteillage absolument catastrophique. En France, il y a un organisme notifié, c'est le GMED. Par contre, il y en a 7 en Italie. Il y en a 3 aux Pays-Bas, 15 millions d'habitants. Il y en a 7 en Allemagne, etc. Donc, il y a un vrai problème, d'autant que le délai moyen de désignation d'un ON, le jour où il dépose sa candidature auprès de la Commission européenne et sous le contrôle des autorités compétentes nationales plus d'une autre nation, ce délai de désignation, c'est 841 jours, c'est-à-dire 3 ans. Donc, vous voyez que le système, il est vraiment complexe et que peut-être le règlement, là, il y a vraisemblablement des choses à voir. Donc, pour conclure, si vous voulez, je crois qu'il ne faut pas voir que quand même le mauvais côté, mais le nouveau règlement, c'est un vrai challenge pour les compagnies françaises européennes, enfin les fabricants français européens. Il y a quand même une discrimination entre le système européen et les directives de la FDA. Ça va faire monter le prix des implants, ça c'est obligé. Ça va réduire le nombre d'implants, ça c'est également obligé. Il va y avoir des petites compagnies qui vont fermer, ça c'est également obligé. Et puis il y a un truc qui est extrêmement important parce que c'est le vrai côté pervers actuellement du règlement, c'est que les fabricants mobilisent toutes leurs ressources sur la partie réglementaire aux dépens de l'innovation. C'est-à-dire qu'ils ont un secteur recherche et développement qui en général regroupe le réglementaire et le recherche et développement, et malheureusement, toutes les ressources sont actuellement mises en place sur le réglementaire au détriment de l'innovation. Nous, chirurgiens et professionnels de santé, je crois qu'on a vraiment une opportunité à saisir parce que c'est important. Les problèmes du MDR, c'est, comme je vous l'ai dit, le nombre très limité d'organismes notifiés sous le nouveau règlement, les délais de cours de mise en œuvre. En tant qu'évaluateur, il n'y a pas de guide consensuel d'évaluation au niveau européen. Ça, c'est un vrai problème parce que, si vous voulez, c'est pas le registre national anglais qui est la Bible qui doit fixer les règles de l'évaluation. Et je pense que tout le monde doit se mettre autour d'une table pour discuter et faire un guide consensuel d'évaluation. Et la vraie question, c'est ça. Qu'est-ce qu'il en sera de l'innovation dans la communauté européenne? Et je vous remercie de votre attention. Bravo. On peut poser des questions? Oui. Est-ce que malgré tout le résultat, tu as commencé par les scandales des implants inadmissibles. Est-ce que tu penses que la nouvelle réglementation va permettre de prévenir? Parce que peut-être l'objectif vertueux, c'est de lutter contre les scandales. Ah, c'est tout à fait vrai. Je pense que on est parti d'un système complètement dérégulé à un système hyper régulé et que c'est le balancier. On va trouver un état d'équilibre qui sera un bon état d'équilibre, mais actuellement on est dans le mauvais côté de la balance. Merci Jean-Louis pour toutes ces... À propos du scandale pour les implants de faille, par exemple, s'il y avait eu un registre qui avait été monté au moment où on est passé des centres experts à l'étude en VIREL, enfin pas à l'étude, à la libéralisation en VIREL des implants, il n'y aurait pas eu de scandale, parce qu'on serait aperçu en 6 mois qu'il y avait des problèmes qui se posaient sur les prothèses et on aurait pu les arrêter. Et l'autre scandale qu'il y a eu, c'est que compte tenu des difficultés qu'il y avait avec les prothèses pour prolapsus, les tutelles, comme et les laboratoires d'ailleurs ont suivi, ils ont dit oh là là, attention, il y a un problème, toutes les mèches, on les supprime. C'est-à-dire qu'ils ont supprimé aussi bien les mèches pour les prolapsus que pour l'incontinence. Or, avec Ruben Sadoun, pour les mèches d'incontinence, on a repris à partir du
SNDS 230 000 femmes opérées de bandelettes sous-urétrales, où on a vu que le taux de complication était de 0,4%. Et les complications, c'était des réinterventions, il n'y a eu aucune mortalité. Et donc, à cause d'un scandale qui était réel, mais où les tutelles ont quand même une responsabilité, on a été jusqu'à supprimer des DMI qui avaient le même nom, mais qui n'étaient pas dans les mêmes indications et qui n'avaient pas de problème dans d'autres indications. Et donc ça, c'est un scandale aussi. Oui, Jean-Louis, bonjour. Oui, je voulais dire, donc, te remercier de toute façon, mais surtout, aussi dire pour ta dernière remarque de conséquences, effectivement, mais les grandes entreprises et les constructeurs, en gros, ils ont une forme d'externalisation de leur recherche et développement. Le système, c'est d'avoir des start-up qui poussent, d'avoir des incubateurs, qu'elles soient reliées à l'industrie, donc c'est mis à l'extérieur, et celles qui sont sélectionnées et qui ont fait ce travail et arrivent à maturité sont récupérées par des grandes entreprises qui, elles, ont les financements pour faire le travail. Ça a été une des manières de régler une partie de ce problème. C'est ce qui se passe à peu près dans toutes les grandes entreprises. Pas de réponse, c'est juste un commentaire. Non, c'est juste un commentaire. Oui, je suis d'accord. Parce que mais ce qu'il faut bien comprendre, c'est que, alors effectivement, une fois que le dispositif a été marqué CE, il y a toute c'est ce qui est expliqué tout à l'heure, hein, il y a une phase très longue pour pouvoir obtenir le remboursement et le financement. Et c'est en amont où ça coince, et ça va, pour le moment, c'est le véritable boulot d'étranglement, c'est au niveau des organismes notifiés quand même. Alors justement, une question, puisque tous les documents sont en anglais, puisque tous les documents sont en anglais, est-ce qu'on peut imaginer qu'il y ait une recherche transnationale d'un organisme notifié, puisqu'il y en a par exemple plus en Italie ou en Allemagne, il y a un goulot en France, est-ce que le dossier peut être examiné dans un autre pays de la communauté européenne? Le fabricant peut faire examiner des dispositifs médicaux par n'importe quel organisme notifié. C'est la première. Qu'il soit européen. Et le goulot d'étranglement, il est le même pour tous les pays. Et tous les organismes notifiés actuellement, il y a un syndicat des organismes notifiés, ils signalent bien que de toute façon, ils ne pourront pas faire face c'est simplement un renouvellement de passage de l'ancien marquage CE sur un nouveau marquage CE. L'exemple de ce que je vous ai montré, quoi. Et deuxième question rapide, puisque le niveau d'évaluation, donc pré-CE, c'est considérablement élevé, c'est une question qui s'adresse également à M. Carbonel, est-ce que ça contribuerait à une diminution du temps en aval du marquage CE en fonction de ce niveau d'évaluation, je veux dire du temps HAS, après de l'évaluation HAS, est-ce que si on élève le niveau avant, est-ce que ça raccourcit pas le temps après? Et c'est une question, l'expérience que vous en avez, puisque ça date de 2017, donc il y a quand même quelques dossiers qui ont dû s'extraire déjà depuis. Est-ce que les dossiers que vous voyez arriver maintenant avec cette nouvelle évaluation de type européen est de nature à réduire votre temps d'évaluation? C'est important parce que sinon c'est une vallée de la mort pour les industriels. Si c'est 5 ans, c'est pas possible. Alors très clairement, on n'a pas suffisamment de recul pour pouvoir répondre à votre question. Par contre, ce qui est en train d'évoluer, c'est que au niveau européen également, un autre règlement a été publié, celui sur l'HTA européenne. Donc avec la possibilité d'avoir là aussi des évaluations conjointes au niveau européen de ce que l'on fait au niveau de la HAS notamment. Alors dans un premier temps, c'est très orienté, je dirais, médicaments, mais il y a également une préparation. Alors ça va, dans un premier temps, ça va être limité sur les DM à haut risque, et petit à petit, ça va s'étendre. Donc il y a des réflexions qui sont en cours actuellement pour mettre en place les processus d'évaluation HTA européenne et justement de voir comment on s'articule par rapport aux autorisations de marché préalables. Donc d'une part par rapport à l'AMM de l'IME pour le médicament, mais également par rapport à la nouvelle version du marquage CE. Donc là, les travaux sont en cours. Donc je ne peux pas vous dire comment ça va se gérer, mais il y a une volonté effectivement d'essayer de raccourcir un peu les choses. Oui, merci.
D'abord, merci à tous pour cette après-midi vraiment intéressante. Je voulais revenir sur la question de cette vallée de la mort, parce qu'au début, on dit il y a une politique très, très volontariste en France pour stimuler les startups, l'innovation, et en même temps, les entreprises arrivent à l'asphyxie au moment où il faut gérer les aspects réglementaires et avec le risque effectivement de rachat par des grandes structures qui, elles, ont les reins assez solides pour gérer toute cette partie. Est-ce qu'il y a une réflexion sur un support institutionnel aux PME innovantes pour que cette partie-là, qui est quand même cruciale pour que l'industrialisation et que les entreprises restent françaises, est-ce qu'il y a des mécanismes, une réflexion sur des mécanismes qui apporteraient un support aux entreprises pour passer cette partie un peu ubuesque de démarches réglementaires? Donc, c'était un peu un élément de réflexion. Merci. Oui, c'est un peu ce qu'on a dit tout à l'heure, c'est-à-dire qu'on est arrivé avec la politique de l'innovation, avec une alimentation financière excessivement importante en amont, je veux dire une force de frappe très importante, et puis un goulot d'étranglement excessivement important qui est celui effectivement de répondre à des obligations réglementaires, un certain nombre, et pour lequel, et je pense que nous n'avons pas ce système actuellement. Je pense que c'est une réflexion et que ça a été levé aussi par beaucoup des interlocuteurs et des personnes avec lesquelles on a travaillé pendant la préparation de ces travaux. Et cet exemple allemand hypothétique, parce que je ne peux pas vous l'apporter là, etc., est un élément important, et dire qu'un fonds, je veux dire, qui serait prélevé sur l'amont permettrait, je veux dire, d'avoir un engagement sur le soutien en aval pour qu'il y ait la possibilité de réaliser ces... Une réponse rapide. Non, je voulais juste faire un petit commentaire sur l'exemple de Laurent Sedel, par exemple, avec sa prothèse qui est une vraie innovation. Il a trouvé le fabricant. En fait, le problème, il va se situer au niveau du marquage CE, c'est-à-dire que l'organisme notifié qui va examiner votre dossier, il va dire, moi, je suis pas compétent pour... D'abord, il va vouloir une investigation clinique. Il va vous dire, je veux 50, 60, 70 patients avec des critères d'inclusion bien précis, d'âge de suivi, etc. Et puis, il va vous dire, mais de toute façon, moi, je suis pas suffisamment compétent pour donner un avis sur cette innovation. Donc, il va faire appel à la commission, au niveau de la Commission européenne. Il y a un processus spécial pour les dispositifs innovants, vraiment innovants, qui s'appelle le scrutiny. Donc, il va y avoir une interrogation auprès de la Commission européenne qui va dire, bah oui, c'est faisable, mais sous condition, ou au contraire, c'est pas faisable. Et après, tu vas partir sur 2 ans, 3 ans, 4 ans d'évaluation, et c'est effectivement un travail complètement éreintant et démotivant parce que plus personne n'y s'y reconnaît et en plus avec le problème de l'implication des patients. Et ça, ça va pas être facile de trouver des patients dans ce cadre de cette investigation clinique. Ah oui, d'accord. Oui, il faut qu'on... Voilà. Voilà.